Nous sommes à Bruxelles, au Parlement, au cœur de l'Union européenne. Chaque jour ici, les représentants des nations qui composent l'Union débattent, avalisent des lois et déposent des amendements. Ils sont 751 parlementaires. Depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Union s'est nettement développée. Pour passer de 6 à 28 États membres et d'une simple coopération économique à une véritable alliance sociopolitique. L'Union européenne a dû et doit encore faire face à des problèmes majeurs, comme la crise grecque, la crise migratoire ou le Brexit. Aujourd'hui, la montée des nationalismes met en cause sa légitimité et décrit l'intérêt d'une Europe plus forte. Des voix, heureusement, s'élèvent pour défendre l'Union européenne et les démocraties qui la composent, pour défendre la démocratie. C'est à travers l'histoire que nous proposons d'appréhender l'enjeu démocratique de ce débat. Nous allons remonter aux sources de notre démocratie européenne et découvrir son histoire. Suivez-nous, tout ça démarre à Rome. Si la démocratie est une invention grecque, cet héritage nous a été transmis par les Romains qui fondent leur propre res publica, donc leur république, dès 509 avant Jésus-Christ. La politique impérialiste de Rome s'impose alors tout autour de la mer Méditerranée. Dans plusieurs des actuels pays européens, on parle le latin et on sert dans l'armée romaine. Et plusieurs fois, Rome doit faire face à des crises qui mènent parfois à des guerres civiles fratricides. Le Sénat finit par voir en Octave un être à part, le seul capable d'apaiser la situation. Peu à peu, tous les pouvoirs lui sont accordés. Il a la primauté sur tous et dans tous les domaines. Lorsqu'on lui décerne le titre d'Auguste, qu'officiellement il est considéré l'élu des dieux, l'Empire est né. Les empereurs, au départ polythéistes, persécutent les premiers chrétiens. Mais après la conversion de Constantin au IVe siècle, il n'a fallu que quelques années pour que le christianisme soit imposé comme religion officielle de tout l'Empire. Le Colisée donne à voir la propagande populiste des empereurs. Ceux-ci offrent des spectacles gratuits, des pains et des jeux pour aveugler le peuple et faire taire ses revendications. Quand ils élargissent le droit de cité à tous les citoyens de l'Empire, les empereurs n'accordent cependant que des droits civils à la population, aucun droit politique. L'Empire ne résiste pas aux peuplades germaniques. Celles-ci s'installent aux quatre coins du territoire romain et forment des États nouveaux qui séparent les peuples auparavant réunis dans l'Empire. La langue latine et la religion chrétienne sont cependant conservées par ces nouvelles nations, dont les chefs se font bientôt appeler rois. On voit apparaître peu à peu les royaumes d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne. L'Italie, quant à elle, reste désunie. Les villes italiennes offrent longtemps une grande concurrence, tant économique que culturelle, aux autres villes d'Europe. Les palais y fleurissent grandioses. Au fil des siècles, dans toute l'Europe domine l'Église, avec le pape comme chef suprême de la chrétienté. Il a la plenitudo potestatis, un pouvoir illimité et supérieur à celui des souverains. Depuis le XVe siècle jusqu'au pape polonais Jean-Paul II, tous les papes sont italiens. Le XIXe siècle connaît l'éveil des nationalismes et en 1870, le royaume d'Italie voit le jour. À côté des autres États européens, l'Italie est bien jeune. Ce monument qui abrite le musée de la réunification italienne a été édifié en l'honneur de Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie. Au début des années 1920, l'Italie est un État en crise. Elle sort de la guerre 14-18 du côté des vainqueurs, mais n'a rien obtenu en retour du point de vue territorial, d'où son ressentiment. Benito Mussolini organise alors une marche fasciste sur Rome. Celle-ci aurait pu être arrêtée, mais le roi laisse faire, et Mussolini est bientôt appelé à former un gouvernement. Il contrôle alors toute l'Italie et fait prévaloir son autorité sur les libertés et les droits des personnes.
L'Italie fasciste de Mussolini s'alliera à l'Allemagne nazie d'Hitler, et l'Europe tout entière descendra aux enfers. Sans l'intervention des États-Unis, l'Europe aurait connu un bien triste avenir. La victoire des Alliés indique que la démocratie a vaincu contre le totalitarisme. Mais en fait, à la fin du conflit, toutes les nations européennes ont perdu. En plus des millions de morts qu'elles pleurent, des crimes atroces qui ont été commis, l'Europe voit en effet les États-Unis, la Chine et d'autres grandes puissances s'imposer à l'échelle planétaire. Face à ces nouveaux géants, les nations européennes désunies ont bien fait de s'unir. Elles ont cessé de s'opposer pour agir de concert. Et nous avons bien progressé. Nous avons mis fin aux guerres, généralisé la démocratie et ouvert nos frontières. Il faut maintenant protéger ces acquis et engranger de nouvelles avancées. La route n'est pas finie. Il faut que nous, citoyens, nous résistions aux discours populistes qui remettent l'Union européenne en question. Et aussi que nous veillons à ce que celle-ci ne soit pas dominée par la seule économie. Car nous voulons une Europe forte mondialement, mais une Europe forte de son histoire et de sa culture, une Europe qui n'oublie aucun de ses citoyens, une vraie démocratie.